Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais être votre animatrice encore une fois cette semaine. Donc, au dernier épisode, on a parlé de la violence faite aux femmes, plus spécifiquement du harcèlement sur les réseaux sociaux, des féminicides, de la procédure judiciaire suite à une dénonciation d'agression sexuelle. Donc, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode pour vous informer sur ces enjeux-là dont on parle trop peu, si vous voulez mon avis. Et aujourd'hui, on continue la série d'épisodes sur les enjeux sociétaux avec un sujet qui vise cette fois-ci directement la population étudiante et dont on entend de plus en plus parler, mais encore une fois, c'est un mouvement qui mérite beaucoup plus d'attention. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Loïc et Étienne, deux biaprices encore une fois, pour parler des enjeux qui entourent l'éducation, soit l'accessibilité à l'éducation, la rémunération des stages et la gratuité scolaire. Donc, tout ça d'un point de vue informatif, oui, mais si je me fie aux intérêts de mes co-animateurs, certainement qu'il va y avoir un point de vue philosophique qui va être abordé. Donc, merci de vous joindre à moi. Vous allez bien? Ben oui, toi. Oui, ça va super bien, merci. Bien, je vous inviterai à vous présenter, là, dans le fond, pourquoi vous avez choisi le Biapri, vos implications, etc. Oui, ben je peux y aller. Tout d'abord, j'aimerais en profiter pour te remercier, Charlotte, de l'invitation puis du projet. C'est vraiment cool. Le projet du podcast, on se l'est déjà dit informellement, mais je leur dis en ondes. Puis, te féliciter pour tout le beau travail que tu fais dans ce projet-là. Merci. Donc, merci. je m'appelle Loïc, je suis finissant au Biapri, c'est ma dernière session. Puis, dans le fond, pourquoi choisir le Biapri? Tout d'abord, c'est un bac que, en faisant des recherches, c'est pas le plus connu, mettons. Ouais. C'est un bac particulier à l'Université Laval. Je l'ai connu parce que je connaissais quelqu'un qui était déjà au Biapri, il m'en a parlé, puis j'aimais la polyvalence du programme. T'sais. Clairement, j'aime plus la politique que le droit ou l'économie, mais je trouvais ça intéressant d'avoir des bonnes bases dans les trois domaines pour être plus efficace dans mon futur métier plus tard. Donc, c'est assez large comme bac, donc je me considère même en tant que finissant comme un généraliste plus qu'un spécialiste, mais on va voir si ça change dans le futur. Donc, voilà. Oui, moi, c'est Étienne. Je suis en deuxième année au Biapri. Puis moi, j'ai choisi le Biapri un peu dernière minute, là. Moi, j'ai fait mon cégep en sciences de la santé. Puis j'étais un peu dans le néant là, en sortant du cégep. Je savais pas trop où c'est que je m'en allais. Puis j'avais des intérêts pour les sciences de la santé, mais j'en avais aussi pour les sciences sociales depuis toujours, de manière un peu plus personnelle. Fait que je trouvais que le Biapri, ça offrait une belle perspective d'ensemble sur les sciences sociales. Puis même si j'ai fait le choix un peu à la dernière minute, je regrette pas du tout. Parce que c'est un super beau programme avec des gens impliqués, des gens intéressants, intéressés. Puis un programme aussi fertile pour ce genre d'opportunités-là, de faire un podcast pour discuter de toutes sortes de sujets. Là. Super. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de vos implications? Là, dans le fond, à l'Uni, vous êtes déjà deux personnes assez impliquées. Là. Ouais, dans le fond, pour le Biapri, dans le fond, comme Étienne l'a dit, c'est un bac quand même impliqué, fait qu'il manque pas de comité. Fait que dans ce sens-là, j'ai eu la chance de participer au comité environnement, comité action sociale, comité pour les intégrations. Puis on a aussi un café étudiant, dans le fond, où on peut faire du bénévolat. Puis je m'implique là. Je fais du bénévolat depuis ma première session. Le fameux Céteris. Voilà, c'est ça. Café à 50 cents, je vous le recommande. Ouais, moi, ma première année, j'ai été coordonnateur du comité environnement du Biapri. Pendant un an. Puis après ça, là, maintenant, je suis présentement aux affaires externes de l'AESS, qui est l'asso étudiante facultaire des sciences sociales. Super. Donc, dans le fond, aujourd'hui, là, pourquoi vous vouliez spécifiquement parler de ce sujet-là, là, de tous les enjeux qui entourent l'éducation? Dans le fond, nous autres, on n'est pas des didacticiens, là, on n'a pas on n'est pas des professionnels dans le domaine de l'éducation en soi, mais on est des étudiants. Puis l'éducation en soi, c'est quelque chose, on compose avec ça, on y fait partie aussi. Puis ça naît aussi d'une réflexion aussi qui s'inscrit dans un mouvement qui nous dépasse, là, qui est le mouvement étudiant. Puis la gratuité scolaire, la salarisation des stages, c'est des luttes qui ont
qui ont toujours été importantes dans le mouvement étudiant. Là. Plus récemment, la salarisation des stages, mais quand même, là, ça touche à l'enjeu général qui est l'accessibilité aux études. Puis c'est ça ce qui nous intéressait aussi. Là. Loïc, tu m'arrêteras si je dis des trucs qui vont pas dans ton sens. Mais, ce qui nous intéressait aussi, c'était l'éducation au sens large. L'éducation universelle un peu. Ça part d'un questionnement aussi. L'éducation, les valeurs qui sont sous-jacentes à l'éducation. L'idée du projet libéral de prôner la liberté, l'autonomie, l'autoréalisation de l'humain. Puis, il y a comme une espèce, j'ai l'impression, il y a comme quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui avec cette éducation-là, puis ces valeurs-là qui avaient été mises de l'avant par le projet libéral. Parce que justement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a une éducation institutionnalisée qui participe à, malgré le fait qu'elle naît sur des bases d'idéaux de liberté, d'égalité, d'autoréalisation de soi, qui aujourd'hui contribue à perpétuer des inégalités sociales, puis à perpétuer des barrières aussi à l'accessibilité à l'étude. Donc, c'est un peu ça le questionnement général, là, si tu veux en rajouter, Loïc, vas-y. Ouais, ben c'est ça, on s'intéressait à cet enjeu plus général-là qui était l'éducation. Puis en s'informant, on s'est rendu compte que dès les années 60, 70, 80, il y a eu un tournant vers le néolibéralisme, dans le fond, où il y a eu une éducation publique de masse, dans le fond. Puis quand on creuse un peu plus, on se rend compte que cette éducation de masse-là, c'était clairement pour répondre aux besoins en main-d'œuvre. Donc, on a un peu transformé les institutions scolaires en une usine, directement pour former de la main-d'œuvre pour le marché du travail. Puis, on s'en est rendu compte un peu plus aux États-Unis. Je connais moins la situation au Canada, mais ce tournant néolibéraliste-là a vu l'État se dédouaner de la prise en charge de la reproduction sociale. Fait que la reproduction sociale, on entend par là, dans ce cas-ci, l'éducation, tu sais. Puis, il l'a transféré vers le marché. Donc, tranquillement, pas vite, comme Étienne a mentionné, ça s'est institutionnalisé. C'est devenu un peu géré comme une entreprise privée. Puis, on voit maintenant les études comme un investissement personnel plutôt qu'un investissement sociétal, mettons. Avant, on voyait ça comme un bien commun. Maintenant, c'est vraiment un investissement de soi. On devient chacune une petite PME, tu sais. On investit, puis on veut que cet investissement-là fluctue. Puis on le voit de plus en plus aussi, je trouve. Par exemple, en quoi tu vas étudier, puis qu'est-ce que ça va t'apporter, tu sais, comme, est-ce que tu vas avoir un bon salaire, tu sais, est-ce que tu vas contribuer à la société de manière, tu sais, comme, dans des sphères où on a besoin de main-d'œuvre et tout ça. Puis dès que tu étudies dans un domaine, je pense, le stéréotype, c'est évidemment les sciences sociales dont on fait partie. Soudainement, c'est comme, vous, tu sais, vous êtes à l'école pour apprendre, mais on voit pas comme une contribution à ça. C'est ça, ouais. Puis justement, il y a comme... on a comme pris une forme de dérive, là, parce que justement, admettons, pour moi, la mission fondamentale de l'éducation, c'est en grande partie, tu sais, la transmission de la culture, puis aussi le savoir pour le savoir. Après ça, bon, le marché du travail, oui, mais le fondement de l'éducation, quand on réfléchit l'éducation, on réfléchit la transmission de la culture, la transmission du savoir. Puis justement, Loïc, t'en as bien parlé là, du fait qu'aujourd'hui, il y a comme une forme d'arrimage entre l'éducation puis les besoins du marché. Il y a comme une économie du savoir, puis ça part en grande partie, en mon sens, des années 80, des idées qui nous venaient aussi de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, tu sais, toutes les formes de nouveau management public, de gestion de l'éducation par les résultats, le financement à la performance, puis des mesures d'évaluation de haute performance, ça a comme... justement, c'est ça. Ça a comme contribué à arrimer, éducation et besoins du marché. Puis peut-être, selon moi, pervertir un peu
l'essence même de ce que c'était l'éducation en soi. Là. Ouais, puis tu sais, on parle là, des années 70, 80, 90, mais il y a un exemple encore plus récent, au Québec en plus, qui démontre un peu que clairement, on forme des étudiants et étudiantes pour des besoins en main-d'œuvre. Tu sais, on se. C'est rare les gens qui choisissent un programme pour s'épanouir complètement. Tu sais, c'est vraiment avec l'objectif d'ensuite travailler. Puis, c'est ça, l'exemple dont je parle, c'est les bourses perspectives Mm-hmm. que la CAQ a mis sur pied, qui étaient littéralement de payer les sessions dans les programmes où il manque de main-d'œuvre, qu'il y a un manque de main-d'œuvre criant. Donc, ça revient un peu. On peut faire le pont ici avec un sujet que la gratuité scolaire qu'on va parler plus en profondeur plus tard dans le podcast, sauf que c'est littéralement ça. Là, on propose de payer, de rendre certains programmes gratuits pour répondre à des besoins. Fait que c'est le marché qui dicte, dans le fond, les programmes à financer. Oui, qui méritent de se faire payer leur session, là, littéralement. Voilà. Puis pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ne sont pas au courant de la bourse perspective, c'est quels programmes qui sont visés par ça? Il y en a plusieurs. Je les connais pas tous et toutes par cœur, mais il y avait plusieurs programmes de génie qui me viennent en tête. J'ai un ami en génie des eaux où c'est un programme qui se donne qu'à l'Université Laval, peut-être un peu moins populaire. Il y avait des besoins de ce côté-là. Donc, il a reçu des bourses perspectives. Ça touchait plusieurs dizaines de programmes. Je pense les profs, travail social, je sais pas, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Il y a criminologie aussi, mais la liste exacte, je l'ai pas non plus, mais il y en a plusieurs. Puis justement, c'est un peu, je veux dire le mot un peu grossi, parce que justement, là, on le voit vraiment de manière très claire, là, cet arrimage-là entre besoin du marché puis éducation. Tu sais, moi, je suis pas contre la bourse perspective en soi, là. Elle aide à déprécariser des étudiants puis des étudiantes, et ça, c'est très bien, mais le fait que ce soit à géométrie variable, puis que justement, ben, ça délaisse aussi d'autres programmes qui ont une importance au niveau des savoirs puis de l'avancement des connaissances, je trouve que c'est un peu dommage, puis c'est ça, puis tu sais, c'est dans un contexte aussi... par exemple, tous les secteurs comme génie, on met beaucoup de l'avant les secteurs innovants, puis c'est logique aussi dans une économie de marché de mettre de l'avant ces secteurs-là, mettons, surtout dans les pays occidentaux où, là, petite parenthèse économique, où justement, bon, depuis des années, on délocalise de plus en plus notre secteur manufacturier. Fait que là, on se ramasse à devoir mettre des fonds assez impressionnants si on veut continuer à être dans une économie croissante, dans les secteurs innovants, puis former du capital humain dans, par exemple, les sciences et génies et ce genre de secteurs-là. Fait que, puis encore une fois, bon, on pourra discuter de savoir, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais reste qu'au final, c'est dommage qu'il y ait des secteurs, des domaines du savoir qui soient délaissés par ça, puis qu'il y ait cette logique-là aussi d'instrumentalisation du savoir aux fins d'un marché capitaliste. Là. Parce qu'il y en a aussi qui sont... Ben, moi, j'ai quelques amis là, qui étudient pas dans ces domaines-là, qui sentent que comme leur programme est dévalorisé, dans le sens que c'est comme moi, j'ai pas le droit à me faire rembourser ma session parce que mon bac est pas utile en ce moment pour le gouvernement, tu sais. Ou comme il est pas valorisé par le gouvernement. Fait que là, il y a des gens même que ça amène à se reprendre, tu sais, se poser, se remettre en question. Là, c'est de dire, OK, mais j'étudie-tu pour quelque chose qui va me servir ou pas? Puis c'est ça qu'il faudrait que les gens pensent. C'est-tu une réflexion que les gens devraient avoir? Ça, je pense que c'est ça que vous vouliez aborder justement, là, que l'éducation ne devrait pas être seulement pour des besoins de main-d'œuvre. Oui, puis pour compléter ce point-là, tu sais, au-delà de dévaloriser le programme, qu'est-ce que ça l'envoie ensuite aux travailleurs, travailleuses de cette formation-là? Tu sais, ça part des études si tu veux avoir un travail valorisé par la suite. Tu sais, je pense, ça va être un autre point aussi qu'on va aborder un peu plus tard, mais je pense à tous les programmes de care, là, donc de parler de travail social, éducation, psychoéducation. Si dès les études, ils sentent que leur programme est pas reconnu à sa juste valeur, ben ensuite, ils vont arriver sur le marché du travail avec cette vision-là un peu teintée de leur domaine. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, puis je pense que ce serait un bon pont à faire parce que là, justement,
on offre une bourse à ces programmes-là. Mais je pense qu'on pourrait relier ça comme certains boursiers de la bourse perspective, c'est des enseignants, c'est des gens qui font des stages, qui sont pas rémunérés. Puis je pense que ça, c'est un point que je voudrais apporter aussi, là. Absolument. Je sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais je propose de peut-être basculer vers cet enjeu-là, là, la campagne pour la rémunération des stages, expliquer un peu l'origine, puis... Ouais, ben ça me semble être un moment opportun. Parfait. Vas-y, Loïc. Donc, ben c'est ça, la campagne pour la rémunération des stages, là, on le voit actuellement, il y a un renouveau au sein de la communauté étudiante de certains programmes, mais ça date de plusieurs années. Il y a eu une première campagne de 2016 à 2018-2019 environ, puis là, ça a repris un peu du poil de la bête, si je peux dire comme ça, au printemps dernier. Puis ça se base sur la théorie de Silvia Federici, qui était une théoricienne là, qui a sorti plusieurs livres, plusieurs ouvrages dans les années 70 sur le salaire pour le travail ménager. Donc, en anglais, c'était Wages for Housework. Puis ça, dans le fond, c'était pour visibiliser le travail qui était invisibilisé, comme le travail à la maison, le travail de reproduction sociale, donc l'éducation des enfants, tout ce qui était travail ménager, qui servait ensuite souvent au mari, mettons, d'être prêt, d'être à leur mieux pour ensuite faire leur travail productif. Donc ça selon elle, ça a été un travail qui a été vraiment invisibilisé au courant des années, puis encore aujourd'hui. Puis la reproduction sociale aussi, c'est justement cette idée-là, le travail de reproduction sociale, puis aussi dans cette mouvance-là, de le reconnaître et de le salariser, c'est aussi de reconnaître que justement, ce travail-là crée crée pas de la valeur directement, mais contribue à la chaîne de création de valeur productive, là. Fait que c'est un peu ça le principe. Si personne fait ce travail-là, on a des sociétés qui fonctionnent pas, là, donc il faut le reconnaître, puis c'est un peu cette logique-là, là, justement. Ouais, c'est très bien expliqué. C'est exactement ça. Puis donc, ça, vous allez voir le lien avec la campagne pour la rémunération des stages un peu plus tard. Donc ça, c'était la première inspiration, donc Wages for Housework. Puis la deuxième, ça a été aussi une campagne des années 70, c'était de voir les études comme un travail. Donc, j'ai ici là, un petit pamphlet qui reprend un manifeste des années 75. De l'année 75, c'est des salaires pour les étudiants. Donc, je vous conseille ça. Là, c'est de George Caffendis, Monty Neal puis John Welcher Carrera. Donc, ce que je vais vous parler, ça vient pas mal de ça. Donc, ça, c'était aussi basé sur Wages for Housework, qui était de reprendre l'idée de l'expansion du salaire à tout ce qui produisait de la plus-value, mais qui n'était pas reconnu. Donc, travail ménager. Puis, eux faisaient aussi lien avec l'éducation. Comme j'ai dit plus tôt, dans les années 50-60, la conception de l'éducation, c'était vraiment un bien commun. Donc, un investissement sociétal. Puis, dans les années 70, il y a eu une bifurcation. La vision, elle a changé. Puis ça part aussi, dans les années 70, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Puis l'État qui investissait, qui subventionnait les universités, commençait à trouver qu'il y avait certains campus qui étaient trop militants, qui allaient à l'encontre de l'État. Donc, puis ça a ensuite mis la table là, à tout ce qui était le néolibéralisme, la marchandisation de l'éducation, la hausse des frais de scolarité, tout ça. Au lieu d'être payé pour étudier ou au moins avoir la gratuité scolaire, on parlait d'accessibilité tantôt, c'était rendu tout de suite moins accessible, là. Il a fallu, dès cette époque-là, payer pour... Puis là, je reprends les termes du pamphlet ici. Payer pour préparer notre future exploitation. Donc, on a aussi appris qu'on ne travaille que lorsqu'on est payé. Donc, tu sais, les travaux scolaires, tout ça, là, c'est une notion de travail. C'est pas une notion de travail comme on l'entend du marché, disons, parce qu'il n'y a pas de rémunération. Donc, ça met à la table là, pour la campagne pour la rémunération des stages. Ces deux inspirations-là qui ont parti, comme je l'ai dit, en 2016. Puis l'objectif, c'était vraiment de rémunérer tous les stages. Collégial, à l'université aussi.
parce qu'on sentait une certaine injustice. Plusieurs stages étaient rémunérés, puis plusieurs autres l'étaient pas. Puis les stagiaires comprenaient mal d'où partait cette distinction-là. On s'est rendu compte que c'était souvent les programmes dits productifs, disons, puis surtout traditionnellement puis historiquement plus fréquentés par des hommes qui l'étaient, comme en génie, par exemple. Puis les programmes qui avaient des stages non rémunérés, c'était souvent des programmes traditionnellement et historiquement plus fréquentés par des femmes. Là, je reviens au programme de CARE, donc travail social, éducation, psychoéducation, soins infirmiers, ouais, c'est un autre très bon exemple, ergothérapie, pharmacie, tout ça. Donc, dès le début, il y a eu une visée vraiment féministe de cette campagne-là. Puis, je fais un bref survol là, de la campagne 2016 à 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au climax, si je peux dire ça, de la lutte, il y a eu environ 70 000 étudiants et étudiantes en grève pour ça au printemps 2000. C'est là que je me rappelle plus, là, 2018 ou 2019, à vérifier, mais... Puis là, on est au Québec. Ouais, c'est ça. Oui, merci de le spécifier. C'est ça, c'est qu'au Québec que ça s'est organisé. Puis là, après ça, ça a fait des petits aussi en Europe, aussi à Moncton, au Nouveau-Brunswick. OK, fait que ça partit du Québec, le mouvement? Ouais, okay. C'est ça. Tu sais, c'est inspiré d'un mouvement Wages for Housework. C'était américain, mais c'était inspiré de ça. Mais vraiment, pour ça, c'était au Québec. Avec la grosse pression sur le gouvernement de la CAQ qui est à son premier mandat. Puis, la lutte a finalement conclu avec la compensation pour plusieurs nouveaux stages. Sauf qu'une compensation, je tiens à faire la différence entre une compensation et une rémunération. Une rémunération, c'est obtenir un salaire. Donc, au moins un salaire minimum, tu sais, tu as des protections qui viennent avec ça, tout ça. Puis une compensation, c'est une bourse. Donc, exemple, 1500 par session, 2500 par session ou pour le stage. Fait que là, ça a un peu calmé les ardeurs de tout le monde. Tu sais, ça a littéralement divisé le mouvement parce que certaines, c'était demandant, là, cette organisation-là, les manifestations, tout ça, ont été satisfaits avec ça, alors que d'autres l'étaient encore pas. Tu sais, la revendication, c'était une rémunération. On a obtenu une compensation. Puis la compensation, c'est quand on met ça de l'heure... des fois, c'était des chiffres absurdes comme 4 de l'heure. Fait que, on est loin du compte. Puis aussi, les compensations, les bourses, ça peut être retiré n'importe quoi. Ça engage pas, ça engage à rien dans le futur. Puis là, tu pourras probablement en parler mieux que moi, là, Loïc, mais justement, genre, ça fait en sorte, admettons, là, il y a eu un regain de la campagne pour la salarisation des stages récemment, là. Je pense que ça a commencé en hiver 2022, je pense. Hiver 2022. Puis là, ça reprend. Mais aussi, on le voit, mettons, en enseignement, ils se sont fait retirer une bourse, je pense, dans leur stage de 4e année. Ou... Bien, c'est ça, ma coloc est en enseignement. Puis c'est ça qu'elle me disait qu'à cause de la bourse perspective, ils se font retirer leur compensation qui était pour le stage 4. Mais comme la bourse perspective est moins élevée que la compensation. Fait que c'est comme pas un ajout, tu sais, c'est pas on vous encourage à rester, tu sais, c'est un acquis, vous aviez déjà une compensation. Puis là on vous la retire tu sais comme parce qu'il y a un nouveau branding, il y a un nouveau bourse perspective puis tu sais c'est quelque chose. Hein? Ben oui, puis tu sais ta coloc doit t'en parler aussi, mais on rappelle que le stage 4 en enseignement, c'est demandant là, c'est la prise en charge complète d'une classe pendant plusieurs semaines. C'est du travail là carrément. Là. Puis quand on pense, tu sais souvent on pense à une bourse, puis tu sais c'est un gros montant quand on fait juste regarder le montant, mais comme tu disais justement divisé au nombre de semaines du stage, ben ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est complètement. Fait que des fois, on se dit, ils se plaignent puis ils ont 4000 $. Mais c'est parce que ça n'a pas. Comme si vous l'imaginez en termes de salaire, comme tu dis, ça revient à un 4 Et puis tu sais, l'enseignement surtout, on parle, oui, des heures de travail qui sont dans la classe, mais il y a de la correction, il y a tout ça qui n'est pas rémunéré, là, que ce soit autant les stagiaires que les professeurs qui ont gradué et tout. Là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est hors de la profession, qui n'est pas rémunéré, encore une fois, qui est comme invisible, comme tu disais tantôt. C'est exactement ça, ouais. On revient à la notion de travail invisible. Puis, ce que les stagiaires là, à qui j'ai parlé me disaient, c'est que, justement, dans les domaines du care,
on voit ça à tort comme une vocation. Donc, ça l'excuse beaucoup Les de... anges gardiens. Ben oui. C'est ça, tu sais. Oui. C'est un don de soi, c'est Ouais. normal que, tu sais, à l'extérieur des heures de travail, Ah, ben tu sais, fait que- mais c'est une excuse pour du cheap labor, là, Ben genre, oui, exact. Là. C'est juste une tournure de phrase qui rend ça c'est ça. correct. Mais Je nous qui- vois mal qualifier quelqu'un en génie mécanique Ouais, d'ange gardien. Là. On dirait que ça sonne un peu moins bien. Absolument. Puis, on parlait ben, Étienne, tu mentionnais là, que c'était reparti depuis le printemps dernier. Puis, ben, ma prédiction, là, on s'en parlait hier, là, c'est que il y aurait eu la renaissance de ce mouvement-là avant, mais à cause de la COVID, tu sais, le militantisme, Ouais. ça a été difficile, puis l'organisation aussi. Fait que là, c'est seulement au printemps dernier, dans la vague des célébrations des 10 ans de 2012, Ouais. pour la gratuité scolaire qu'on abordera ensuite, c'est ben, le mouvement pour la rémunération des stages s'est inséré à ce niveau-là. Puis ça a continué toute la session jusqu'à la session dernière. Puis dans différentes régions, il y a encore eu des comités décentralisés. Tu sais, c'est pas un mouvement centralisé à Montréal, une asso étudiante nationale. C'est vraiment des comités dans les différentes régions qui s'organisent. Les stagiaires s'organisent eux puis elles-mêmes. Puis il y a eu différentes manifestations, différentes grèves. À Québec, je pense à Travail social, Éducation, qui ont eu une journée de grève. Ouais. À Montréal, ça a été l'ADES, qui est l'association facultaire d'éducation à l'UQAM, qui ont été plusieurs semaines. Là, je pense que c'était jusqu'à 6 semaines en C'était- grève. Ouais, c'était presque une grève générale illimitée, si je me trompe pas. Ben, c'était reconductible. Là. Ils ont été... Puis ils ont eu d'ailleurs des petites confrontations avec leur administration. J'ai pas tous les détails, là, mais il me semble que l'administration avait menacé de pas pouvoir pas leur faire reprendre les cours ou en fait les faire reprendre en ne reconnaissant pas les crédits qu'ils avaient faits. Puis je pense que finalement ça s'était réglé comme situation, là, mais C'est tu ça, me ouais. diras si... Ben, c'est exactement ça. Tu l'as bien expliqué. Puis le danger avec la réaction de l'administration, c'est que ça leur aurait fait un précédent. Ça aurait été Ben la oui. première fois ils géraient ça de cette façon-là. Ouais, même en 2012, ils n'ont pas géré ça de cette manière-là. Puis les étudiants et les étudiantes ont été pas mal plus longtemps en grève que 6 semaines, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, il y a eu beaucoup de bouillonnement à Montréal de ce côté-là, mais je pense aussi à Rimouski, à Québec, à Chicoutimi aussi. Puis à Gatineau, il y a eu des soubresauts, mais rien de majeur. Ben, c'est ça, exactement. Puis, ben là, c'est ça. Si on peut parler pour Québec, parce qu'on est un peu plus proche des gens qui militent ici, ben ça continue à s'organiser comme on peut. Tu sais, l'affaire avec les stages non rémunérés, c'est que ça amène une précarité. Le monde doit travailler de fin de semaine, de soir, donc ça amène des gens quand même qui ont des réalités difficiles, fatigués. Donc, les stagiaires puis les étudiants et étudiantes de ces programmes-là essaient de porter la lutte à bout de bras, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est ça, on continue à s'organiser. Puis, mettons, dans les derniers développements, là, il y a eu une plainte qui a été déposée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, ça, il me reste à me renseigner là-dessus. Là, donc, mais c'est une approche intéressante, une approche différente. Donc, passer par... Puis mais c'est par les étudiants? C'est comme Ouais. par un regroupement d'étudiants qui Exactement. font une plainte? Ce serait... C'était-tu sur la base de discrimination, sais-tu? Je pense que oui, c'est ça. Là, je m'en veux un peu de ne pas avoir creusé ça plus tôt pour vous donner tous les détails, là, mais je pense que c'était par rapport à ça. Tu sais, que, Droit à l'égalité dans le travail ou... D'après moi, c'est cette approche-là qui a été utilisée, mais c'est ça, je vous invite à suivre ça de près. Là, puis, Moi, ouais, c'est certain qu'on va suivre ça de près, mais j'allais peut-être te poser une question par rapport à la salarisation des stages. Une petite colle, parce qu'on réfléchissait aussi tantôt justement à l'arrimage entre l'éducation et les besoins du marché. Puis je te pose la question tout bonnement, là. Comment, parce que évidemment qu'on pourrait entendre l'argument qui prône le fait que de salariser des stages dans un contexte d'éducation, ça peut nourrir justement cette marchandisation de l'éducation-là.
Comment tu répondrais à cette critique-là? Ouais, ben c'est une critique intéressante parce que c'est une critique on a beaucoup entendue. Pour y répondre plus en profondeur, là, je vais faire de mon mieux, mais je vous invite à consulter l'ouvrage collectif Grève des stages, Grève des femmes, une anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant, 2016 à 2019. C'est des éditions du Remue-Ménage. Donc ça a été, petite parenthèse, là, ça a été un ouvrage qui regroupait tous les textes qui ont été écrits pendant la dernière campagne. Puis, un peu plus tard, là, je vous reviendrai. Ah, voilà. J'ai tombé exactement sur la page. C'est à la page 100. Donc, si jamais vous mettez la main là-dessus, vous irez marcher. T'as un petit post-it à cette page-là. Ouais, c'est ça doit être à cause de ça. Ouais, pour la marchandisation, c'est sûr qu'on l'entendait, sauf qu'il n'y a rien de... C'est ce que l'ouvrage dit, il n'y a rien de révolutionnaire à accepter de plus d'heures non rémunérées. On parle, c'est une approche pragmatique, là, on parle d'étudiants et étudiantes qui peinent à arriver, qui peinent à s'organiser. Donc, dans ce sens-là, c'est une nécessité. Là, puis en plus, pour leur travail, là, on vit dans un monde néolibéral. Ouais. Tout est marchand. Faut regarder ça en face, qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Exact. Ouais, puis il y a aussi le fait qu'il y a comme justement, en fait, ce qui vient me toucher, moi, c'est beaucoup les conditions précaires de certains étudiants et étudiantes qui sont dans des programmes où justement, les stages sont pas salarisés. Puis, surtout aujourd'hui, dans un contexte inflationniste ou dans un contexte aussi avec pénurie de logement puis pénurie de main-d'œuvre aussi, ça rend le truc encore plus grossier, là, parce qu'il y a un malaise à voir, justement, des personnes en sciences infirmières, en enseignement, qui, oui, tu sais, on pourrait dire l'argument de dire, ah, mais, puis ça, encore une fois, on pourra en discuter tantôt aussi quand on va parler de gratuité scolaire, mais de dire, ah, sont en contexte de formation, donc ils ne devraient pas être rémunérés. Admettons, on accepte cet argument-là, n'empêche que Mais il contribue. c'est ça, il contribue. Puis considérant le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ces personnes-là occupent des fonctions qui dépassent le cadre simple de la formation. Tu sais, comment qu'on fait pour quantifier justement tu sais, ils contribuent aussi à la production dans la société. Ils ont un rôle, ils produisent de la valeur, en tout cas, ils participent à la chaîne de production de valeur, puis on reconnaît pas ça. Fait qu'il y a comme une double exploitation là-dedans, tu sais, concept marxiste d'extorsion de plus-value, là, les travailleurs-travailleuses qui se font extorquer de la plus-value par, justement, des propriétaires, les propriétaires des moyens de production. Ben là tu as des étudiants et étudiantes qui travaillent, puis qui ont des stages, puis leurs stages dépassent le simple cadre de leur formation, puis ils n'ont absolument rien, là. C'est optimal comme extorsion de plus-value, là. Ils n'en retirent rien, là. Fait que c'est un peu gênant, là. Et en plus, il y a comme le paradoxe qui est justement, tu sais, la rémunération, là, des fois, justement, tu dis qu'il y a des étudiants qui sont en situation précaire, tout ça. Si ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de rémunération, ben ça peut vraiment forcer des gens à devoir quitter le programme, tu sais, comme qui sont plus motivés, qui peuvent plus, puis c'est même plus un choix. Même s'ils voudraient rester dans le programme, c'est comme en mode, ben écoute, je peux plus me payer, tu sais, mon loyer, tout ça, puis je me fais pas payer pour le travail que je fais. Et moi, mes deux anciens colocs, c'était deux infirmiers, ils travaillaient tout le temps. Leur stage, là, ça n'a aucun sens. Pas payé, jamais, jamais, jamais. Moi, ça me faisait capoter. Puis genre là, tu dis, on est en manque de main-d'œuvre, on est en situation de manque de main-d'œuvre. Puis là, tu démotives les gens à embarquer dans ces professions-là, en plus. C'est un excellent point, là. Puis je reviens au concept d'accessibilité. Est-ce que c'est réellement accessible, ces programmes-là, quand tu vois ça aller puis que tu réalises qu'il y a plein d'étudiants et étudiantes qui n'ont pas d'autre choix que de lâcher parce que ça dépasse, ça dépasse leur entendement? C'est
c'est obscène. C'est Une vraiment véritable obscène. vocation. Là. Ouais, oh, ouais. Hey. T'arrives sur le marché du travail, t'es déjà complètement brûlé, là. C'est pas... ça. Puis, je peux en parler, là, mon ami, là, même chose. Il a gradué, il a travaillé, il s'est brûlé, il a arrêté, il a passé son examen de l'ordre parce que, tu sais, tu veux être certifié. Puis là, il a recommencé de petit à petit, puis là, il travaille, mais là, il est pas dans le système public. Ouais. Ce qui fait que c'est complètement différent aussi pour les conditions et tout. Donc, ouais, à 100%. Puis je pense que justement, comme on revient aussi à ce que tu disais, on démotive les gens, on leur donne pas une rémunération, puis ça les rend en précarité. Donc, je pense que c'est un bon moment pour se laisser quelques instants. On se reparle sous peu de la gratuité scolaire. Yes. Yeah. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Loïc et Étienne, avec qui on discute des enjeux qui entourent l'éducation. Et je pense qu'un enjeu qui, je pense, intéresse énormément d'étudiants, ce serait la gratuité scolaire. On se demande si c'est possible, si c'est pas possible, c'est quoi les enjeux qui entourent ça. Donc, moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. Donc, je vous écoute là-dessus. Oui, ben justement, ça poursuit notre discussion sur justement l'accessibilité à l'étude. Puis là, on vient de parler de rémunération des stages, salarisation des stages. C'est des luttes complémentaires. Puis, tu sais, on pourrait en parler longtemps là, de gratuité scolaire. On va essayer d'y aller d'une manière synthétisée, là, puis de pas aller... Puis c'est ça, de ne pas trop s'étendre. Mais justement, bon, il y a la gratuité scolaire, c'est un enjeu qui est présente dans le mouvement étudiant depuis très longtemps. Là. Tu sais, quand on parle de la gratuité scolaire, on a tout de suite en tête 2012. Puis même avant 2012, c'était un enjeu, là, gratuité scolaire, le financement des institutions d'enseignement supérieur. Puis je vais faire un petit parallèle historique parce que cette idée-là au Québec, elle a une importance historique considérant les réflexions qu'on a eues pendant la Révolution tranquille sur l'accessibilité aux études, justement, où là, clairement, il y avait des inégalités grossières avant la Révolution tranquille dans l'accès aux études. Puis vraiment, bon, la reproduction des classes était beaucoup plus visible avant la Révolution tranquille. Elle est encore présente, mais elle est moins visible qu'à ces époques-là. Puis, bon, dans le rapport parent pendant la Révolution tranquille, justement, de 1963 à 64, rapport où Guy Rocher, sociologue connu québécois, avait participé, il y avait cette idée-là de gratuité scolaire pour des idéaux de justice sociale, d'équité, mais surtout aussi de démocratisation de l'éducation. C'était vraiment clair dans le projet qu'il fallait tendre vers une gratuité scolaire, justement pour limiter la perpétuation d'inégalités de classe au travers de l'éducation, qui est une institution puis qui a un pouvoir en soi. Tu sais, les institutions dans les systèmes dans lesquels on vit ont un contrôle sur les enjeux socio-économiques. C'est clair, sur la reproduction du savoir, puis la reproduction des élites puis des classes. Là, on l'a vu dans l'histoire longtemps. Puis justement, il y avait c'était comme idéalisé cette idée-là dans le rapport parent dans les années 80, où là, il y a justement l'espèce de tournant qu'on a évoqué tantôt avec les nouvelles idées du nouveau management public, les partenariats publics-privés, puis la question du financement des institutions d'enseignement supérieur. Parce que ça, c'est une question centrale là, dans la lutte pour la gratuité scolaire. Puis, parce qu'il faut savoir comment qu'on finance nos institutions. Puis là, à partir de ce moment-là, avec
à la base, tu sais, les idées portées par la Révolution tranquille, c'était l'État-providence, c'était l'éducation comme un droit, tu sais, parce qu'au final, c'est la question qu'on doit se poser. L'éducation, est-ce que c'est un droit ou c'est un privilège? Bon, si c'est un privilège, les gens privilégiés pourraient y avoir accès, puis d'autres non. Mais si c'est un droit universel, ben là, il faut réfléchir à comment, justement, ça peut être le plus commun possible. Puis là, les idées de la Révolution tranquille, c'était justement l'accès universel, puis le financement par l'État. Puis avec les idées du nouveau management public, là, il y a plus un apport du financement privé, autant les entreprises privées, mais aussi les individus, les étudiants, les étudiantes qui doivent... il y a une phrase qu'on entendait beaucoup en 2012, là, les étudiants, les étudiantes doivent faire leur part. Là. Donc, cette idée-là d'investissement personnel dans ton propre capital humain. Puis, ben, c'est la question qui nous occupe, savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas, là, que ce soit... Parce que nécessairement, là, puis là, tu pourras en rajouter là-dessus, nécessairement, quand c'est les étudiants qui financent leur éducation, ben, nécessairement, on crée des barrières parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Tu sais, on peut dire, ah oui, mais il y a des prêts et bourses. Mais les prêts et bourses, si on prend, par exemple, un étudiant ou une étudiante qui a les moyens de payer ses éducations, qui vient d'un milieu favorisé, puis qu'on fait un simple calcul comptable, là, on va se rendre compte que sur le long terme, là, cette personne-là va avoir payé ses études moins cher qu'une personne qui a contracté des prêts et bourses, parce que les prêts, ben, ça vient avec des intérêts. Puis comment on peut accepter justement qu'il y ait des gens qui payent leur éducation moins cher que d'autres? Tu sais, c'est des questions comme ça. Là. Tu veux rebondir là-dessus, Loïc? Ben oui, puis faut, je pense, tu sais, on n'est pas venu ici pour parler de la gratuité scolaire avec plein de chiffres, plein d'exemples, tout ça, mais c'est plus approcher ça de façon philosophique, tu sais. Si on veut rendre l'éducation universelle, ben, faut se doter des moyens, comme Étienne disait, tu sais. Si, tantôt, on parlait des stages, tous les obstacles qu'il y a dans certains programmes, c'est la même chose pour les études. Tu sais, si on fait payer des études, même si au Québec, on l'entend souvent, là, c'est moins pire qu'ailleurs, tout ça, sauf que pourquoi se comparer à pire quand on peut se comparer à mieux, tu sais? C'est sûr que peut-être géographiquement parlant, certains pays d'Europe qui ont mis en place ces mesures-là sont plus loin, donc on les voit moins. Fait on a tendance à se comparer à l'Ontario, aux États-Unis. Sauf que ça serait vraiment important, on pense, de financer l'éducation encore davantage que maintenant pour rendre ça accessible à tous. Puis, ce serait vraiment un investissement sociétal. T'sais. Fait on ramène cet investissement en nous, là, c'est la façon qu'on le voit maintenant, à un investissement sociétal. Une société plus éduquée, ça fait nécessairement des belles choses par après, ça l'innove. C'est moins précaire. Donc, c'est notre visée. Puis, si faire payer les études, ça ne profite pas aux étudiants et étudiantes, il faut se demander à qui ça profite. Puis, c'est ça, peut-être que, Étienne, tu pourras rebondir, sauf que là-dessus, puis tu l'abordais, tu sais, la question des prêts. Les banques ont tout intérêt à prêter de l'argent, paraître altruiste. Voilà, c'est ça. Sauf qu'avec tous les intérêts, c'est sûr, là, tu sais. Puis c'est qu'il y a une forme aussi, il y a une forme d'exploitation là-dedans parce que justement, on se ramasse avec des travailleurs, des travailleuses qui, bon, à l'issue de leurs études, il y en a qui doivent payer, bon, pour 10 ans de marge de crédit, des fois plus. Puis ben ça te rend dépendante quand même aux institutions financières, puis justement, ça te met dans une forme de précarité. Tu sais, tantôt, on peut faire le pont, là, on parlait de rémunération des stages. Puis le parallèle est intéressant parce que là, bon, là, il y a une instrumentalisation puis une marchandisation de l'éducation aussi au travers, par exemple, des bourses perspectives, mais au final, tu sais, bon, la gratuité scolaire... Non, mais quand ça nous arrange, tu sais, parce que justement, les gens qui étudient en génie, par exemple, leur bac est payé s'ils ne coulent pas de cours, là, je pense que c'est la condition. Tu as des gens qui finissent leur programme universitaire, leur
leurs études auront été payées. Ils n'auront probablement pas eu besoin de contracter des prêts étudiants. T'en as d'autres qui finissent l'université avec des années de dettes à rembourser puis d'intérêts à payer. Donc, clairement, il y a une forme d'exploitation là-dedans. Puis on garde ces gens-là dépendants, justement, puis exploités, justement, par leur dette, là. Donc... Puis il y a aussi, ben, tu sais, il y a prêt, mais aussi bourse, là. Puis, tu sais, les bourses, on s'entend, là, je sais pas si vous avez déjà regardé les critères, mais, tu sais, avoir une bourse, là, c'est vraiment difficile. Puis, même si tes parents ne sont pas considérés comme dans la... je sais pas c'est quoi le terme exact, là, la classe, tu sais, pas moyenne, mais... Moyenne comme... élevée, ouais. Ouais, moyenne du élevée. flou. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, les bourses, c'est extrêmement difficile à recevoir. Puis, tu sais, moi, personnellement, je connais quelques amis qui doivent travailler pour payer leurs études, évidemment. Et donc, ils n'ont pas d'aide qui vient de leurs parents. Et donc, ils prennent 3 cours par session. Ouais. Mais là, ça fait en sorte qu'ils restent à l'école longtemps. Puis, quand tu prends moins de cours, je sais pas, des fois, là, je pense que ça dépend des universités, mais le cours à l'unité coûte plus cher que si t'es comme temps plein ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, ça revient aussi à un paradoxe que vous voulez que le monde aille sur le marché du travail, mais en leur donnant comme un... Tu sais, il faut qu'ils rallongent leur parcours à l'école pour se le payer, ben... C'est la vision de payer maintenant pour l'éducation, c'est vraiment c'est très bien assis là, dans notre société. Tu sais, je pense que c'est normalisé, c'est tout le monde s'imagine que c'est ça la norme, sauf que c'est drôle. En situation de crise économique, en situation de manque de main-d'œuvre, comme on voit présentement au Québec, les gouvernements vont avoir tendance à faire des mesures qui sont traditionnellement plus à gauche. On pense ici, je refais le lien avec les bourses perspectives, c'est littéralement d'octroyer une gratuité scolaire pour certains programmes. Puis, pourquoi pas mettre ça à tout le monde? Après, il va clairement avoir moins de soucis pour la main-d'œuvre de mon point de vue. Puis, on se ramène aussi à l'épanouissement de soi puis à la culture avec un grand C. Peut-être que ça serait un moyen aussi de se retirer de l'aliénation là, qui est d'aller aux études, être efficace aux études, cherche mon mot, pas être productif, mais avoir des bons résultats, bien performer, c'est ça, pour ensuite, on se fait discipliner au marché du travail plus tard. Oui, puis c'est ça, puis c'est cette logique-là aussi qui est très, très puissante aussi, tu sais. Même, tu sais, moi, je suis convaincu que vous autres aussi, vous l'avez probablement intériorisé, cette logique-là d'investissement personnel dans notre capital humain puis de carriériste. Puis ça, c'est une forme de marchandisation de l'éducation qu'on a intériorisé. Puis justement, ben, il y a une forme d'aliénation là-dedans. Puis justement, ben, ça fait en sorte qu'on devient nos propres courroies de transmission ou des courroies de transmission de cette logique-là de marchandisation de l'éducation. Puis, comme on disait au début, ça nous détourne de l'idée de base d'être dans des bancs d'école pour les visées du savoir, puis les visées de la transmission de la culture. Puis, bon, une fois que ça c'est dit, bon, il y a aussi... dans la lutte pour la gratuité scolaire, là, je vais faire un petit... je vais détourner un peu des raisons du pourquoi du comment, mais aussi de l'intérêt de la lutte pour la gratuité scolaire dans les milieux étudiants. Parce que... puis aussi, en parallèle de la lutte pour la rémunération et la salarisation des stages, parce que c'est des luttes qui sont porteuses de beaucoup de trucs, parce que justement, quand on lutte pour la gratuité scolaire dans l'histoire du mouvement étudiant, on a réussi, l'espace d'une grève, à s'opposer un peu à notre propre individualisme ancré dans cette logique de marchandisation-là, puis à se rendre compte que, bon, quand on fait la grève avec des camarades pour une idée comme la gratuité scolaire, ou la rémunération des stages, salarisation des stages, bien là, il y a une forme de solidarité là-dedans, puis il y a une forme de... Puis aujourd'hui, c'est encore plus frappant parce qu'on est dans un Québec, dans une société occidentale qui a comme
où on se rend compte de beaucoup de blocages de société. Tu sais, on l'a vu aux dernières élections, il y a des mécontentements par rapport à comment qu'on peut avoir une influence démocratique. Puis là, ben, tu as ce milieu-là étudiant qui est fertile, puis qui revendique des décisions de société comme la gratuité scolaire ou la salarisation des stages. Puis, justement, c'est une forme... puis les étudiants, les étudiantes sont bien placés pour pouvoir revendiquer des trucs. Puis c'est un milieu très fertile parce que les étudiants et les étudiantes ne sont pas encore complètement institutionnalisés. Tu sais, on ne se fait pas 20 ans qu'on est sur le marché du travail. On commence tout juste à fréquenter les institutions de manière plus sérieuse et responsable. Fait que c'est ça, là. Ouais. Voilà, je pense que sur un point de vue pour les étudiants et étudiantes, en soi, on a tout intérêt à se poser ces questions-là, à essayer de s'organiser, à essayer de pousser ces revendications-là, parce que si c'est pas nous qui est justement pas encore institutionnalisé, qui est pas encore aliéné totalement par le marché, je sais pas qui va se poser ces questions-là. Je sais pas qui va pousser ces revendications-là, puis les chiffres, j'en suis certain qu'il y en a qui avaient été faits par différentes organisations, différentes associations en 2012. Il faudrait peut-être les réactualiser au contexte d'aujourd'hui. Mais je suis certain qu'il y aurait plusieurs avantages à la gratuité scolaire, du moins pour les gens. Je sais pas pour les banques et nécessairement pour les institutions privées qui sont les universités, sauf que on aurait tout intérêt financièrement. Puis cette gratuité-là diminuerait de beaucoup la précarité de plusieurs. Je pense que on en connaît tous et toutes. On est soi-même parfois ces personnes-là qui doivent passer d'un travail à l'autre, travailler les soirs, travailler les fins de semaine, se brûler en plus pendant l'école à notre travail. Ensuite arrivent les vacances d'été. Les vacances, je les mets avec des gros guillemets parce que on va travailler tout l'été pour après ça passer une année scolaire un peu plus concentrée à nos livres. Donc, faut essayer de se sortir de ce carcan-là. Oui, tout à fait. Puis c'est justement ça, là, je vais refaire un parallèle avec notre introduction. Tu sais, on a parlé aussi du fait que des valeurs fondamentales qui sont liées à l'éducation dans le projet libéral, des valeurs qui sont des bonnes valeurs, tu sais, l'égalité, l'impartialité, l'autoréalisation, l'autonomie de l'humain. Puis justement, là, avec cette dérive-là de la marchandisation, on s'est éloigné de ces valeurs-là, mais justement, un projet comme la gratuité scolaire, ben ça vient nous réancrer un peu plus dans ces valeurs-là, puis s'attaquer justement encore plus aux barrières qui sont institutionnalisées, puis qui participent à cette logique-là de reproduction des élites puis des classes, là, tu sais. Je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, là. Pas beaucoup de temps, non. C'est bon. Ça pourrait être un autre épisode. Mais ouais, ça pourrait être un autre épisode. Puis là, on est allé un peu à gauche puis à droite, là. Mais en tout cas, on a essayé de rester à gauche, là, mais justement, bon, c'est, tu sais, de savoir les arguments financiers pour la gratuité scolaire, ça sera une autre discussion. Moi, c'est beaucoup l'idée qui m'intéresse au niveau des valeurs qui sont implicites à l'idée de gratuité scolaire, tu sais, d'en faire un peu plus. Puis la gratuité scolaire, c'est pas une fin en soi, là. On met pas fin à la marchandisation de l'éducation, on met pas fin aux inégalités, mais au moins, en luttant pour la gratuité scolaire, bon, on se rend compte d'une chose, qu'on est avec du monde qui partage nos idéaux, quand on fait la grève, quand des étudiants, des étudiantes, ça, ben, c'est beau au niveau de la solidarité, puis aussi, ben, si ça peut contribuer un peu à réduire les inégalités puis les barrières d'accès à l'éducation, ben ça sera ça, là, puis c'est beau en soi, là.
pense que c'est ce qui va conclure un autre épisode d'A priori. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Je crois que vous avez vraiment réussi à sensibiliser nos auditeurs et auditrices à ces enjeux-là. Puis je salue votre militantisme par rapport à cette cause-là. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, on va être payé pour étudier ou qu'on aura la gratuité scolaire. Donc sur ce, merci de votre écoute et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Ciao, ciao!